suis Dorine d'Avenir Serein. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, mon compagnon et moi-même, nous nous sommes lancés en immobilier locatif. Après 5 années d'acquisition, nous voilà devenus libres financièrement. Désormais, nous accompagnons des personnes qui souhaitent se lancer en immobilier. Dans ce podcast, je vous partage des stratégies, des bonnes pratiques, des retours d'expérience pour vous aider à atteindre vos objectifs. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à devenir un investisseur serein avec l'épisode du jour. Hello, j'espère qu'aujourd'hui vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va vraiment parler d'énergie et de mindset. Alors, cet épisode, pour être exact, va traiter de l'importance d'avoir un plan B lorsqu'on commence une négociation. Tout d'abord, pourquoi je parle de ce sujet ? Parce que quand on fait de l'investissement immobilier, avoir une bonne capacité de négociation est essentiel pour dénicher un bien qui sera rentable. En effet, si on achète au prix affiché, la probabilité que le bien soit rentable est assez faible. Il faut réussir à négocier un prix plus faible que ce qui va être affiché sur les annonces. J'espère que j'ai rien appris à personne en disant cela. Donc, avant de démarrer le sujet, je sais qu'il y a énormément de techniques, d'astuces qui existent pour apprendre à bien négocier. Mais pour moi, toutes ces techniques n'ont pas de valeur si on n'est pas dans un mindset riche, si on n'a pas un esprit ouvert au moment de la négociation. C'est-à-dire que ça va être notre état, notre esprit, nos sentiments qui vont être finalement au cœur de la problématique de la négociation. Tous les chichis, toutes les astuces pratico-pratiques sont minimes par rapport à l'importance de son état d'esprit en négociation. Pour vous exposer la problématique encore plus clairement, je vais vous présenter la psychologie classique d'un investisseur en immobilier. J'ai envie d'acheter un bien rentable. Je commence à regarder des annonces sur Le Bon Coin. Oh là là, c'est trop cher. Dorine, elle a dit qu'il fallait trouver un bien à 8, 9, 10%, mais il n'y en a aucun. Oh, mon marché est complètement difficile. Je ne vais jamais réussir à trouver une affaire de ce genre. Bon, je vais quand même suivre les conseils de Dorine, je vais mettre en place des alertes, je vais noter sur une feuille toutes les annonces qui passent, je vais faire plein de visites. Et tiens, au bout de 2 mois ou 3 mois, de façon studieuse, je me rends compte qu'il y a une opportunité. Oh, mais ça fait 2 mois que je cherche, j'en ai jamais trouvé une comme ça. Il faut absolument que je me positionne et que je l'ai celle-là. Et là, du coup, on est dans une énergie de stress parce que on a vraiment l'impression que c'est la seule qui existe après tout ce temps de recherche. Donc finalement, on se retrouve dans un état où on est content d'avoir trouvé une affaire qui a l'air potentiellement rentable, si on arrive un petit peu à la négocier, mais on va quand même pas trop négocier parce qu'on veut pas non plus la rater, cette opportunité. En fait, vous voyez l'état d'esprit, c'est que maintenant, on rentre dans la peur et donc on n'est pas du tout serein pour démarrer sa négociation. On est dans une démarche finalement d'avoir la peur de ne pas dégoter le bien. Et de ce fait, finalement, votre négociation va forcément être plus faible par rapport à quelqu'un qui va avoir un état d'esprit d'abondance. Et c'est comme ça que je vais vous donner un exemple. L'exemple et le parallèle que j'ai envie de faire, c'est en amour. Donc, par exemple, vous avez un ami, on va l'appeler Charles, peu importe. Charles, il n'a pas confiance en lui. Charles a eu plusieurs expériences amoureuses difficiles par le passé et il est persuadé que trouver quelqu'un pour lui dans sa vie est quelque chose de difficile. Nous, évidemment, en tant que nous, on est son ami, nous, on le trouve très bien, Charles, mais lui ne le voit pas du tout. Et donc, il va commencer à faire des démarches pour trouver des filles ou des garçons, peu importe qu'est-ce qu'il préfère. Il s'inscrit sur plein de sites de rencontres, il voit énormément de profils, jusqu'à ce qu'il trouve enfin un profil qui lui paraît intéressant et qui est intéressé par lui. Il va rencontrer la personne, ça va plutôt bien se passer, imaginons, et du coup, il va être dans un état d'esprit de « Oh là là, c'est la seule personne qui a bien accepté de me voir, c'est la seule qui va bien vouloir être avec moi », donc il va être dans une énergie de « Oh, je veux absolument la garder, il faut absolument que ça marche, sinon je suis perdu, je vais jamais retrouver quelqu'un d'autre ». Et en fait, avec ce mental, alors déjà, il va être pas du tout attirant. Finalement, sa négociation, moi j'appelle la séduction, c'est une forme de négociation, va être un peu
un peu foireuse parce qu'il sera trop dans une énergie de manque et une énergie de stress de rater l'occasion. Alors que s'il avait eu un état d'esprit qui savait que, au pire, si ça ne marche pas pour elle, pour celle-là, il en aura une autre, parce qu'il sait qu'il a les atouts pour trouver quelqu'un d'autre, en fait, il va pas du tout avoir la même énergie et la négociation / la séduction sera complètement différente. Et en fait, j'ai vraiment envie que vous compreniez que la négociation, c'est un peu pareil que la séduction. Il y a toute une part d'émotionnel qui rentre en jeu et qui est super importante. Donc, maintenant que vous avez compris un peu, grâce à cet exemple, comment la psychologie de la négociation se met en place et comme quoi l'énergie de manque va pousser à une négociation qui va être assez faible et très basse par rapport au potentiel que vous avez. La négociation, c'est quelque chose de difficile parce que souvent, on a, dans notre culture en tout cas, pas l'habitude de la mener et on a un a priori assez négatif, donc on se sent mal à l'aise quand on négocie. Mais j'ai quand même envie de vous donner 3 clés pour vous aider à prendre de l'assurance en négociation et booster votre énergie d'abondance. Voici les 3 petites techniques qui sont pour moi importantes à avoir en tête. La première technique, ça je l'appelle l'océan Plenty of Fish. C'est-à-dire que c'est l'océan plein de poissons. J'adore ce nom Plenty of Fish. C'est vraiment de se dire que l'océan est immense, des poissons, il y en a des tonnes, et il faut vraiment se rendre compte que le marché immobilier est également immense. Enfin, regardez le nombre de maisons et de logements qu'il y a sur la Terre. Je veux dire, vous n'allez pas commencer à pleurer parce que vous n'avez pas eu le bien que vous vouliez tout de suite. Ok ? Il y en aura d'autres. Il faut vraiment avoir conscience que le marché immobilier est large, il est grand. Et au pire, si jamais vous vous êtes focalisé sur un quartier trop petit, peut-être qu'il faut voir un peu plus large pour ouvrir et avoir plus de poissons possibles à pêcher. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image. Donc réussir à faire un peu une image dans votre tête de vous dire non, il n'y en a pas que un. Si jamais vous avez un bien qui vous passe sous le nez, j'ai envie de dire 1 de perdu, 10 de retrouvé. Ok ? Il faut essayer d'un peu de s'ancrer dans cet état d'esprit. Deuxièmement, pour essayer de dédramatiser les échecs de négociation, ce que je trouve pas mal, et c'est ce qu'on a fait avec Cyril aussi, c'est une méthode pour décomplexer de la négociation, c'est de tenter des négociations sur des biens qu'on veut même pas vraiment. Par exemple, vous trouvez un appartement qui rentre sur les critères, mais le prix affiché est bien trop élevé, ou il a quelques défauts et il vous arrange pas. Mais pourquoi pas se dire, ok, mais imaginons, je l'aurais 30% moins cher que le prix affiché, est-ce qu'il m'intéresserait ? Ou est-ce que si je l'avais 40% en dessous du prix affiché, est-ce qu'il m'intéresserait ? Peut-être qu'en fait on se dit, ah ouais, s'il était à ce prix-là, en fait ce serait une super affaire. Pourquoi pas faire une offre ? Juste on fait l'offre, on va se faire envoyer bouler, on a peut-être 90% de chances que la négociation tourne court et que ce soit un non, mais on n'est pas à l'abri que ce soit un oui ou une contre-proposition super intéressante. Et finalement, comme c'était un bien qui émotionnellement vous étiez pas trop attaché, vous osez faire une négociation, au pire c'est raté et ça vous apprend à accepter d'avoir un refus tout simplement et de dédramatiser que oui, c'est pas mal de lancer des offres à des biens qui au prix affiché vous paraissent pas rentables, mais pourquoi pas faire une offre ? Bon, évidemment, après, il y a plein de techniques pour essayer d'augmenter vos chances d'avoir un oui. Mais ça, ce sera pour une autre fois. La 3e technique que je recommande également, elle est un peu dans la suite de cette technique de faire des négociations un peu perdues. Finalement, c'est comme Charles qui va essayer de se décomplexer de la séduction en essayant de tenter d'avoir des approches vers des personnes qui croient inaccessibles. Et oui, il va se prendre des râteaux, mais finalement, ça va le conforter et le rassurer en se disant finalement, avoir un râteau, c'est pas si dramatique, je vais réussir à surmonter et à continuer et à trouver et à essayer. Et qui sait, peut-être un jour, finalement, il aura fait une démarche envers une personne qui le plaît énormément et sur lequel il pensait avoir 0 chance. Et finalement, bam, bingo, ça marche. Donc, on n'en sait rien. Donc, j'aime bien le parallèle avec la séduction parce que je trouve que c'est vraiment la même psychologie. Ensuite, l'autre astuce, c'est d'attaquer plusieurs négociations en même temps. Alors, pourquoi ça ?
Parce qu'en fait, ça permet de ne pas focaliser sur un seul bien. En fait, quand on n'a qu'un seul bien en tête, finalement, on va se stresser parce qu'on se dit « Oh là là, c'est celui-là que je vais absolument acheter, il est rentable, il est bien, le quartier est bien. » En fait, finalement, le fait d'en avoir qu'un seul, ça va nous stresser. Donc, c'est pour ça que je parle du fameux plan B. En fait, tout ça, c'est vraiment pour vous faire comprendre que le plan B, c'est ça, c'est-à-dire de se dire « Ok, je tente une négo sur le bien là, que vraiment c'est mon préféré sur le papier et je pense qu'il y a une opportunité de rentabilité qui est très forte, mais en même temps, je vais quand même continuer les visites. Je vais continuer à faire des offres à côté. Et même tant que le compromis n'est pas signé et que l'affaire n'est pas conclue, je reste encore à faire des visites et à tenter des offres agressives. C'est peut-être pas forcément nécessaire parce que peut-être que ça va vraiment aboutir, mais ça vous permet de ne pas être émotionnellement trop attaché tant que l'engagement n'est pas là, tant que le compromis n'est pas signé. Et finalement, c'est exactement comme ça maintenant que font, il me semble, la nouvelle génération sur les dates. C'est-à-dire que Charles, ce que on peut lui conseiller si jamais il n'a pas confiance en lui, c'est d'avoir peut-être plusieurs dates et en attendant qu'il y ait quelque chose d'officiel, c'est en fait un compromis dans le sens où un engagement où on se dit oui, on est ensemble et c'est sérieux, en attendant, pourquoi pas fréquenter plusieurs personnes pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, même si évidemment il va y avoir peut-être quelqu'un qui préfère, mais en fait comme l'autre n'est pas décidé et pas sûr de vouloir ou pas s'engager avec Charles, et en fait en attendant il fréquente d'autres personnes, il sort, il va au cinéma, il voit d'autres filles, il continue en fait de rester sur le marché tant qu'il n'a pas eu l'engagement qu'il souhaitait de la personne qui l'intéresse. Ça lui permet de se détacher un peu émotionnellement pour éviter d'être en mode harceleur, accepter tout de l'autre parce qu'il ne veut absolument pas perdre la personne. Non, ça permet de garder du recul. Donc en fait, voilà, je veux conclure comme ça. Pourquoi je parle de l'importance du plan B en négociation ? C'est qu'en fait, il ne faut pas émotionnellement être complètement sur un seul objet, un seul bien. Il faut réussir à garder l'esprit ouvert, avoir la conscience que le plan B existe. Il y a plein de plans B, c'est-à-dire que l'océan est plein de poissons. Je peux m'amuser à tenter des négociations sur des plans B, même si j'ai un plan A que j'adore, je vais continuer à faire des plans B, des négociations pour dédramatiser le plan A, garder du recul et avoir un mindset d'abondance au moment de la négociation lorsqu'on veut acheter le plan A. Voilà, j'espère que cet épisode vous a donné un peu de fil à retordre dans votre esprit pour vous booster pour vos prochaines négociations. Donc voilà, je veux juste que vous reteniez ça. Pensez à Charles, pensez à sa psychologie et dites-vous que Charles, il est capable de trouver quelqu'un. C'est juste dans sa tête, il croit que ça manque, mais en fait non. Non, en fait, en vrai, il y a plein de possibilités et il faut réussir à ouvrir son esprit pour être plus performant lors de la négociation. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde sur ce podcast, écrivez-le en commentaire. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles. À bientôt!